Je me souviens très précisément du bruit du vent ce soir-là. Il sifflait contre les volets de ma maison, comme une main impatiente qui frappe à une porte fermée. À cet instant précis, je ne savais pas encore que ce bruit marquerait le début de la plus grande trahison de ma vie, et paradoxalement, le début de ma renaissance. Si vous écoutez cette histoire jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi je raconte tout cela aujourd'hui. Et si ce genre de récit vous touche, pensez à vous abonner à Vengeance Froide. Chaque abonnement nous aide réellement à continuer à produire des histoires plus intenses, plus travaillées et plus captivantes pour vous. Je m'appelle Victor Morel, 64 ans, ancien architecte, bâtisseur de ponts, de maisons et, ironie du sort, de vie familiale que je croyais solide. Pendant 40 ans, j'ai dessiné des plans, calculé des structures et appris à lire entre les lignes des contrats comme d'autres lisent entre les lignes des visages. Pourtant, je n'ai pas vu venir ce qui allait me tomber dessus. Ma femme, Élise, était mon amour de jeunesse. Nous nous sommes rencontrés à 20 ans dans une bibliothèque universitaire. Elle penchait sur un livre d'histoire, moi sur des croquis de bâtiments anciens. Nous nous sommes mariés, avons acheté cette grande maison en pierre à la sortie de la ville et avons eu une fille, Camille. Camille était ma fierté. Je l'ai portée sur mes épaules, appris à faire du vélo, accompagné à l'école, encouragé dans ses études de droit. J'ai payé son loyer, ses frais, ses voyages. J'étais ce père qui ne disait jamais non, peut-être trop rarement, avec le recul. Quand j'ai pris ma retraite, j'imaginais une vie paisible, jardinage, voyage, longues promenades avec Élise et peut-être quelques projets d'architecture bénévoles. Mais 6 mois après mon départ du cabinet, quelque chose a commencé à changer. Tout a commencé par de petites remarques. « Tu te fatigues vite, Victor », disait Élise. « Tu oublies des choses, papa », répétait Camille au téléphone. Au début, je n'y prêtais pas attention. J'étais fatigué, oui, qui ne l'est pas après une carrière aussi exigeante. Mais très vite, ces phrases sont devenues plus insistantes. Puis sont venus les appels. Un mardi matin, Camille m'a appelé d'une voix faussement douce. « Papa, tu es seul dans cette grande maison. Tu ne crois pas que c'est un peu trop pour toi ?» J'ai regardé autour de moi. Chaque mur portait une partie de ma vie. Les photos de Camille enfant, les dessins que j'avais accrochés, les meubles qu'Élise et moi avions choisis ensemble. « Je vais très bien ici », ai-je répondu. Elle a ri. Pas un rire chaleureux, un rire calculé. « Bien sûr, mais on s'inquiète pour toi. Maman et moi, on pense que tu devrais simplifier ta vie. » Maman et moi, ce nous m'a glacé. Les semaines suivantes, Élise a commencé à parler d'appartements plus petits, de résidences sécurisées, d'assistance administrative. Elle répétait que gérer une maison comme la nôtre devenait trop lourd pour un homme seul. Mais je n'étais pas seul, et je n'étais pas faible. Puis, un dimanche soir, elles sont arrivées toutes les deux, avec un dossier noir sous le bras. Nous avons dîné, poliment, froideur dans l'air, sourire forcé. Après le dessert, Camille a sorti le dossier et l'a posé devant moi, comme on pose une sentence. « Papa, nous avons fait préparer des documents, juste au cas où. » J'ai ouvert le dossier. Des mots juridiques, des phrases longues, des clauses ambiguës. Il y avait une procuration générale, immédiate, un mandat de protection futur et, surtout, un transfert de propriété vers une fiducie familiale dont Camille serait la gestionnaire principale. Autrement dit, si je signais, ma maison ne serait plus vraiment la mienne. J'ai levé les yeux. Élise me regardait comme si tout cela était parfaitement normal. « Ce n'est que pour te protéger », a-t-elle murmuré. Je n'ai rien répondu. Mais à l'intérieur, une tempête se levait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans mon atelier d'architecture, entouré de plans et de maquettes, et j'ai repensé à toutes les décisions que j'avais prises dans ma vie. J'ai pensé à mon père, qui m'avait toujours dit « Un homme se respecte avant de demander le respect des autres. » Au lever du jour, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon ancien associé, maître Bernard Roussel, avocat en droit patrimonial.
Je lui ai expliqué la situation sans rien cacher. Sa réponse a été nette. « Victor, ce qu'elle te propose n'est pas une protection, c'est une dépossession. » Nous avons travaillé ensemble toute la semaine. J'ai mis mes comptes à l'abri. J'ai changé les serrures de la maison. Et surtout, j'ai rédigé un nouveau testament et une nouvelle fiducie, mais cette fois, à mes conditions. Le samedi suivant, j'ai invité Élise et Camille à dîner. J'ai cuisiné un plat que Camille adorait enfant, un ragoût de bœuf mijoté. Elles sont arrivées confiantes, persuadées que j'avais fini par céder. Après le repas, Camille a sorti une nouvelle version des documents. « Tu es prêt, papa ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, mais pas comme tu l'imagines. » Je leur ai expliqué calmement que j'avais consulté un avocat, que j'avais vu clair dans leurs manœuvres, que je ne signerais jamais des papiers qui me transformeraient en étranger dans ma propre maison. Élise a pâli. Camille s'est mise à parler plus fort, plus vite. « Tu exagères, on veut juste ton bien. » Je me suis levé. Ce que vous appelez mon bien, c'est surtout votre confort financier. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Puis j'ai posé mes propres documents sur la table. J'ai expliqué que ma maison irait à une fondation qui aide les jeunes architectes défavorisés, que mes économies seraient placées dans un fonds éducatif pour des étudiants en difficulté, et non pour ma famille. Camille a explosé. « Tu nous punis, après tout ce que maman a fait pour toi, après tout ce que tu as fait pour moi. » Je l'ai regardé, le cœur serré, mais la voix ferme. « Je ne te punis pas. Tu t'es puni toi-même le jour où tu as décidé que mon patrimoine valait plus que mon respect. » Élise a ramassé son sac. « Tu finiras seule, a-t-elle lancé. Peut-être, mais pas dépouillée. » Elles sont parties, en claquant la porte. Pendant des jours, je n'ai reçu ni appel, ni message. Puis sont venues les rumeurs. Camille racontait, à qui voulait l'entendre, que j'étais confus, désorienté, manipulé par un avocat. Je n'ai pas réagi, pas publiquement. Mon avocat, lui, a réagi pour moi. Il a envoyé des lettres officielles, posé des garde-fous juridiques et sécurisé mon autonomie. 3 semaines plus tard, j'ai appris que Camille avait tenté de demander une mise sous tutelle à mon encontre. La requête a été rejetée immédiatement après examen médical et financier. Quand je l'ai su, je n'ai pas été en colère. J'ai simplement ressenti une immense tristesse, mais aussi une étrange forme de paix. Car j'avais compris une chose essentielle. La véritable vengeance n'est pas dans la colère, mais dans la dignité retrouvée. Aujourd'hui, je marche chaque matin le long de la rivière. Je travaille bénévolement avec des étudiants en architecture. J'ai repris mes croquis, mes projets, mes rêves laissés de côté trop longtemps. Je n'ai plus de nouvelles de Camille. Élise vit chez sa sœur. Est-ce que ça me fait mal? Oui, chaque jour. Mais je dors la nuit, parce que je sais que je n'ai pas sacrifié mon identité pour garder une illusion de famille. Si un jour Camille revient, je l'écouterai, mais je ne me laisserai plus jamais traiter comme une chose, un portefeuille ou un problème à gérer. J'ai bâti des ponts toute ma vie. Cette fois, j'ai choisi de brûler celui qui menait à ma propre destruction. Et peut-être que c'est cela, au fond, la vraie vengeance. Survivre, se relever et continuer à vivre debout.